Je veux d'abord vous faire partager une heureuse nouvelle. Je viens d'apprendre par le président du Niger, M. Issoufou, que nos 4 otages du Sahel, ceux que l'on appelle les otages d'Arlit, viennent d'être libérés. Daniel Larib, Pierre Legrand, Marc Ferré, Thierry Dole, emprisonnés depuis le 16 septembre 2010. 3 ans. 3 ans d'épreuve pour ces ressortissants, capturés, détenus par des geôliers sans scrupules. 3 ans. 3 ans de souffrance pour des familles qui vivaient un calvaire et qui sont aujourd'hui soulagées. Bonsoir et merci de nous retrouver pour cette édition de 24 heures Sénat. C'est donc la principale information de la soirée. La libération des 4 otages français retenus au Niger depuis 3 ans. François Hollande vient de l'annoncer il y a 1 heure, vous venez de l'entendre. On en parle avec notre invité ce soir, Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, sénateur UMP de la Meuse. Alors après 1000 jours de détention, on imagine c'est un immense soulagement pour tout le monde, cette libération. Quelle est votre réaction ? Oh ben de l'enthousiasme pour eux personnellement, pour leur famille, et permettez-moi de le dire pour tous ceux qui depuis 3 ans se sont efforcés d'établir les réseaux d'information qui permettent d'arriver à ce dénouement heureux. Donc vous saluez ce soir le travail mené par la diplomatie française ? Par la diplomatie certainement, par notre armée et par ce que l'on appelle les services, la DGSE, dont c'est la responsabilité. Quand vous êtes arrivé au ministère de la Défense en février 2011, il venait juste d'y avoir une autre libération, puisqu'au départ ils étaient 7 otages français à Arlit, dont la femme de Daniel Larib, Françoise Laribé. Il y avait eu une rançon à l'époque, on se souvient que ça avait créé la polémique. La doctrine française a certainement dû changer avec l'élection de François Hollande. On le sait, la France ne paye plus. Enfin, c'est ce qui avait été annoncé. À votre avis, comment ça s'est passé, cette libération, ce soir ? En tous les cas, je puis parler de Nicolas Sarkozy, qui en effet a toujours déclaré qu'il fait tout et il a tout fait pour pouvoir libérer les otages. Le président Hollande a pris une position, posture différente et c'est son choix, je le respecte. Sur les modalités de cette libération, on en saura plus. Je constate que c'est le président nigérien, le président Issoufou, qui a fait la déclaration. C'est donc sous le contrôle de l'État nigérien. C'est important. Ils ont été enlevés au Niger et c'est le Niger qui apporte la réponse. Il y a des formes que l'on respecte et c'est plutôt bien. C'est plutôt bien de mettre chacun devant ses responsabilités. Quand on est le chef d'un État, on est responsable de la sécurité de ses citoyens et de ceux qui vivent sous votre protection. On a entendu François Hollande, il a parlé de geôliers sans scrupules en parlant des membres d'ACMI en fait. Donc est-ce que vous pouvez imaginer les conditions de détention des otages ? Les conditions de détention sont très très dures, physiquement très dures, l'isolement, la mobilité. Alors, pas toujours les menaces, c'est très très variable. Il y a parfois des geôliers qui ont un plaisir sadique à menacer et à faire vivre à leurs otages des moments épouvantables. D'autres au contraire se contentent de les garder et de partager avec eux le peu qu'ils ont. C'est très variable. Je souhaite profondément pour nos otages qu'ils soient tombés sur la 2e catégorie, c'est-à-dire pas les pervers polymorphes. Ils sont arrivés à Niamey visiblement affaiblis mais en bonne santé. Hervé Marseille, sénateur maire UDI de Meudon, est aussi avec nous en ligne. Bonsoir. Alors on sait que Thierry Dole est meudonnais. On imagine qu'à Meudon, c'est également le soulagement. Quelle est votre réaction ? Écoutez, j'ai appris la nouvelle de la libération de Thierry par son épouse, Awa, tout à l'heure, en fin de journée. Elle avait été informée préalablement. Et donc, c'est la meilleure nouvelle qui pouvait arriver ce soir. Vous n'aviez pas eu du tout de nouvelles depuis la dernière vidéo datant de juin, c'est ça ? Aucune information. Mais vous savez, dans ce genre d'affaires, il faut faire confiance aux services de l'État qui travaillent.
par définition, ils sont discrets, ils sont pas bavards. Et ça peut laisser l'impression qu'il ne se passe rien. L'expérience montre, et Dieu merci, que l'espoir est souvent récompensé et que les bonnes nouvelles arrivent. Est-ce que vous savez quand Thierry Dolle pourra revenir en France ? Écoutez, je l'ignore. Je crois qu'il faut d'abord le laisser reprendre ses forces. Il faut le laisser à sa famille, à sa femme, à ses proches. Et puis viendra le temps des retrouvailles, de la fête, et on pourra savourer cet agréable moment. Est-ce que vous savez si sa femme a pu lui parler ? Oui, je crois qu'ils ont pu parler. Ceci étant dit, je crois aussi que nous avons travaillé avec la population de Meudon, avec les associations de soutien, pour que l'oubli ne s'installe pas. C'est important de faire du bruit. Vous savez, dans ma ville, malheureusement, j'ai connu deux de mes citoyens qui étaient otages, Hervé Guéquière, journaliste en Afghanistan, et puis Thierry Dolle. Et souvent, Hervé Guéquière, qui avait été libéré préalablement, me disait faut faire du bruit, il faut rappeler perpétuellement qu'il se passe quelque chose. D'abord parce que malgré tout, les otages entendent à un moment ou à un autre ce qui se passe. Et c'est important pour leur morale, comme c'est important pour ceux qui ont commis ces actes-là, qui sont des voyous, de savoir quand même qu'ils ne sont pas oubliés. Merci beaucoup Hervé Marseille d'avoir été par téléphone avec nous dans ce journal. Gérard Longuet, une dernière question, peut-être sur ce conflit au Mali. Est-ce que l'opération Serval a pu ralentir la libération des otages ou au contraire accélérer peut-être leur libération ? Exactement le contraire. Je pense que ça a plutôt montré la détermination de la France et on respecte un adversaire déterminé. La France est apparue comme solide et volontaire. Je crois que c'était plutôt positif. Je pense à Didier François qui est toujours otage en Syrie, qui est votre confrère journaliste d'Europe et qui est un très bon spécialiste des questions de défense. Je pense qu'Hervé Marseille a raison. En parler chaque fois que l'opportunité pour que les preneurs d'otages sachent qu'on n'oublie pas et qu'on n'accepte rien. Merci beaucoup Gérard Longuet d'avoir été notre invité. Je rappelle effectivement que 7 Français sont encore détenus en otage. On passe maintenant à l'autre actualité de la journée. C'était la réunion de la dernière chance ce matin à Matignon. Des élus bretons et des ministres concernés autour de Jean-Marc Ayrault qui a donc annoncé la suspension de l'application de l'écotaxe sur l'ensemble du territoire pour une durée indéterminée. On l'écoute. Le courage, c'est de créer les conditions d'un dialogue sincère et c'est pourquoi j'ai décidé la suspension de la mise en œuvre de l'écotaxe pour nous donner le temps nécessaire d'un dialogue au niveau national et régional. Suspension n'est pas suppression et ce dialogue aura pour objectif d'améliorer les dispositions propres à la filière agricole et agroalimentaire, mais aussi celles relatives aux régions les plus périphériques et bien entendu la Bretagne. Sous la pression d'un fort mouvement d'hostilité en Bretagne, le gouvernement a donc reculé. Retour sur cette opération déminage avec Jérôme Rabier et Maxime Tullier. Pour calmer les protestataires en Bretagne, Jean-Marc Ayrault avait choisi de recevoir leurs élus. Et à leur arrivée à Matignon, les membres de la majorité étaient très clairs sur leurs demandes, à l'image du sénateur des Côtes-d'Armor, Ronan Kerdraon. Pour moi, je viens pour entendre un moratoire. Demande entendue et acceptée par le Premier ministre, l'écotaxe est reportée, mais le mot est passé, ce n'est pas un recul du gouvernement et la responsabilité est partagée avec la droite qui avait lancé le principe de cette taxe dès 2009. Cette écotaxe, c'est l'écotaxe Borloo. Donc maintenant, il faut qu'on soit capable d'apaiser et de retrouver les voies du dialogue. Une stratégie bien assumée puisque le même argument est repris à l'Assemblée par le Premier ministre lors des questions au gouvernement. Et l'honneur de la politique, mesdames, messieurs les députés, c'est pas toujours de se renier, de se cacher derrière ce qu'on a décidé, c'est d'assumer ce qu'on a décidé. Et l'écotaxe, c'est vous qui l'avez décidé. Jean-François Copé n'a pas souhaité polémiquer, mais a préféré exprimer son soulagement et a même salué une décision de sagesse du gouvernement, un argument développé par le chef de file des centristes à l'Assemblée. Je ne qualifierai pas la position du gouvernement de reculade, parce que c'est un processus qui était souhaité unanimement il y a quelques années. Et donc nous devons aussi prendre notre part de responsabilité et d'aider à trouver la sortie. En suspendant l'écotaxe, Jean-Marc Ayrault a tendu la main pour une nouvelle discussion. Mais le principe est lui maintenu. Les débats sont donc loin d'être terminés sur le sujet.
Et on reviendra sur la suspension de l'écotaxe dans 24 heures Sénat, le débat. Mais tout de suite, comme tous les mardis, c'est la météo des groupes politiques avec Michael Zamès. Bonsoir. Alors j'imagine bien que l'écotaxe était dans tous les esprits des groupes politiques ce matin. Oui, chez les Verts, il y a eu un peu d'électricité dans l'air, vous pouvez vous en douter. 12h30, le groupe écologiste termine sa réunion. Le Premier ministre vient d'annoncer la suspension de l'écotaxe. Nous guettons la réaction du président du groupe, le célèbre Jean-Vincent Placé. Il sait que nous sommes là. Regardez un léger coup d'œil, pas très discret, il faut le dire, dans notre direction. Alors va-t-il nous parler ou pas, Delphine? Il s'approche, oui, non. Alors, une réaction, monsieur Placé? Je vais voir le Premier ministre, donc... Bon, la suspension de l'écotaxe, vous y attendiez ou pas? J'en parlerai après. Jean-Vincent Placé, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas ne pas réagir à une question qui touche sur l'écologie. Ah, mais si, c'est en fait la grande chance de la vie, c'est qu'on parle quand on a envie. Oui, mais là, ça devient quand même important, c'est la suspension de l'écotaxe. Je vais en parler tout de suite avec le Premier ministre, avec lequel j'ai le grand plaisir de déjeuner. C'est vous qui avez pris rendez-vous? Non, c'est lui. Bon, on a essayé nos communs, Delphine. Alors, qu'à cela ne tienne, nous retournons dans la salle de réunion du groupe écologiste. Nouvelle tentative, avec cette fois le sénateur de Paris, Jean Desessard, que nous écoutons. J'interviens pas sur l'écotaxe. C'est sûr que vous avez un petit mot à nous dire. Il y a quelque chose à la coupure, mais il viendra un petit peu. Oui, non, bien sûr. C'est monsieur Jean-Vincent Placé qui intervient sur l'écotaxe. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait un speech aujourd'hui sur l'écotaxe. Bon, vous me connaissez, Delphine, hein, je me laisse pas abattre comme cela. J'ai essayé, ouf, enfin, Jean Desessard nous parle, écoutez. Toujours la même question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas anticipé avec l'ensemble des acteurs économiques, écologiques, la mise en place de cette écotaxe et ça éviterait qu'il y ait la mise en œuvre, un report, des manifestations, tout ça. Alors, Michael, vous ne lâchez rien, est-ce que vous avez pu obtenir des réactions du côté du Parti socialiste? Il y a des jours comme cela où personne ne souhaite s'exprimer. Peut-être, je mettrai ça sur la peur du micro, ou peut-être de dire des bêtises. Mais avec Nathalie Guiouard, nous sommes quand même allés demander la réaction du Parti socialiste, et notamment du président du groupe du Parti socialiste, François Rebsamen. Écoutez, ou pas? Non. Non, j'ai trop parlé là ces jours-ci. Voilà, il a trop parlé. Bon, on a compris. Et s'il se dit avec le sourire, mais on n'insiste pas, c'est très clair. Moins on en dit, mieux on se porte du côté du PS. Alors nous sommes allés cette fois du côté de l'UMP et cette question de la taxe écologique passionne l'UMP. La réunion de groupe vient de se terminer. Ils discutent encore sur le perron du Sénat et ils se posent une question. Mais qui va donc payer? Qui trouve 800 millions. 800 millions, parce que comme c'est un partenariat public-privé, au 1er janvier, il faut 800 millions à payer. Mais en même temps, il a choisi plus directement les Français plutôt que les écolos, c'est surtout ça. Voilà. Puisque ma mère vient de déclarer qu'il se posait des questions de savoir ce que faisait encore. Il dit ça dès qu'il y a un couac, ça menace de quitter le gouvernement. On appelle cela discussion à bâton rompu. Oui, alors quel est le bilan de la journée, Michael? Puisqu'on fait la météo des groupes politiques, je dirais temps qui tourne à l'orage entre le PS et les Verts, avis de fortes rafales en perspective. Quant à l'UMP, eh bien le vent laisse la place à quelques éclaircies. Mais attention au retour des nuages dans les prochains jours. Merci beaucoup, Michael. On vous retrouve la semaine prochaine. Au Sénat, le projet de loi de réforme des retraites poursuit son chemin, même si on sait qu'il s'agit d'une semaine de débat pour rien, car le texte sera rejeté comme il l'a été en commission. On va tout de suite retrouver Tam Tranui en direct de l'hémicycle pour un compte-rendu de la séance. Oui, une semaine de débat pour rien, Delphine, mais une semaine de débat qui traîne en longueur, puisque cet après-midi, les sénateurs se sont éternisés sur l'article 1er, article qui s'apprête d'ailleurs à voter derrière moi, article fondateur qui porte sur les grands objectifs, les grands principes de la réforme des retraites. On y parle de la solidarité entre générations, de l'équité, et on y réaffirme aussi l'attachement à la retraite par répartition, attachement qui n'est pas partagé par tout le monde. Écoutez le sénateur centriste Jean-Marie Van Larenberg. Le dernier sondage sur ce sujet, Louis Harris, publié en septembre, c'est près de 2 Français sur 3 qui ne croient plus à l'avenir du système par répartition. C'est grave. C'est grave. On est en train de débattre pour la sauvegarde
d'un système auquel tout le monde est attaché, système obligatoire de retraite par répartition, mais les Français n'y croient plus. Jean-Marie Van Leeuwenberg est favorable à une réforme systémique pour sauver les retraites. La retraite par points, tel est son credo. Il dénonce donc le texte de la gauche. Pour lui, une réforme timorée, incapable de résoudre le problème abyssal du financement. Et plus globalement, c'est d'ailleurs ce que reproche la droite au gouvernement, c'est de ne faire rien de plus que ce qui a été fait lors de la réforme de 2010. Ce n'est pas ce que pense le gouvernement, bien évidemment. Écoutez la réponse de Marisol Touraine. Toute la logique de notre texte est en rupture avec celle que vous avez présentée dans le passé. Vous ne voulez pas l'admettre parce qu'au fond, vous considérez que les seules réformes qui vaillent sont celles que vous portez. Mais aujourd'hui, ce gouvernement porte une réforme. Cette réforme, vous la combattez, mais cette réforme, nous l'assumons parce que c'est une réforme qui est aussi porteuse de droits sociaux et c'est une réforme qui, pour la première fois, permettra de prendre en compte la diversité des parcours professionnels. Pour la ministre, la réforme s'attaque aux inégalités en s'attaquant par exemple à la question de la pénibilité. Restent les inégalités qui ont été longuement débattues cet après-midi sans pour autant trouver de solution. Par exemple celle de l'inégalité des pensions entre les hommes et les femmes. Merci beaucoup Tam pour vos explications. En bref, Castorama et Leroy Merlin vont pouvoir ouvrir le dimanche. La Cour d'appel de Paris a décidé d'autoriser ces enseignes à rouvrir leur magasin francilien le dimanche. Une décision qui relance l'épineux débat sur l'ouverture dominicale en attendant le rapport de Jean-Paul Bailly qui doit être remis au gouvernement fin novembre. Alors que la garde des Sceaux défendra après les municipales sa réforme pénale, Christiane Taubira a défini aujourd'hui les grands contours de la justice du XXIe siècle. Une justice qui place le citoyen au cœur du service public. Cécile Sixou. Monsieur le Président de la Conférence des bâtonniers. Ah, comment allez-vous? Vous revenez de vacances? Opération séduction de Christiane Taubira. Ce matin, la garde des Sceaux joue la carte de l'humour face à un parterre de parlementaires et de représentants des hautes instances de la justice. Objectif, rassembler autour de ces futures réformes. Une démarche saluée par Jean-Pierre Sueur. Le système actuel ne va pas. Il y a trop de peines qui ne sont pas exécutées et il y a beaucoup trop de récidives. C'est pourquoi Christiane Taubira a mis beaucoup de chantiers en cours pour travailler à la manière dont la justice peut être meilleure dans notre pays. Simplifier l'accès à la justice, mieux coordonner les différentes juridictions ou encore faire évoluer les missions du juge. 4 groupes de travail ont d'ores et déjà posé les jalons de la réflexion autour du futur système qui placera le citoyen au cœur de la justice. Yves De Treyne, qui remettra un rapport sur la justice de première instance à la ministre la semaine prochaine, espère bien avec ses travaux apporter sa pierre à l'édifice. Toutes ces questions que nous nous sommes posées et d'autres avec Virginie Claes au sein de la commission des lois, eh bien, je constate que la garde des Sceaux, à son niveau et les responsables de juridiction se les posent. J'espère que les réflexions issues de la commission des lois vont nourrir utilement le débat qui s'ouvre. La concertation fixera les bases de la future réforme et donnera lieu à un événement mi-janvier. Quant aux premières pistes de la loi, la ministre promet de les dévoiler en juin 2014. 24h Sénat, tout de suite le débat. Le gouvernement a-t-il eu raison de suspendre l'écotaxe? On en parle dans un instant avec nos invités ce soir. Joël Labbé, bonsoir. Vous êtes sénateur bonsoir. Europe Écologie Les Verts du Morbihan. Michèle André, sénatrice socialiste du Puy-de-Dôme. Et Dominique Delège, sénateur UMP d'Ille-et-Vilaine. Avant de rentrer bien dans le débat sur l'écotaxe, peut-être une réaction à la libération des 4 Français qui étaient détenus depuis 3 ans à Arlit. Michèle André, on imagine le soulagement. Une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle. Nous l'attendions et ce soir nous respirons mieux, c'est clair. Joël Labbé, pareil. Même... Je viens d'apprendre cette nouvelle et la situation d'otage c'est abominable pour eux, pour leur famille. Donc grand soulagement pour cela et avec une pensée pour ceux qui restent un peu partout encore. Dominique Delège, Gérard Longuet était avec nous au début de ce journal. Il a salué l'action de la diplomatie française. Vous saluez également l'action de François Hollande. Et je me réjouis pour la famille des otages, pour les otages eux-mêmes. C'est vraiment un grand moment de soulagement pour nous tous. Bien, merci pour cette première réaction. Alors Joël Labbé, vous étiez ce matin à Matignon, vous faites partie des élus bretons reçus par Jean-Marc Ayrault ce matin. Est-ce que vous vous réjouissez de l'annonce de la suspension de l'écotaxe?
Réjouir n'est pas le mot, mais soulagement, oui. Parce que, à mon sens, cette suspension était une nécessité, dans la mesure où le Premier ministre, avec fermeté, a annoncé qu'il ne renonçait pas à la mise en place de cette écotaxe. Donc, vu comme ceci, étant donné le contexte, cette position me convient. Mais nous, écologistes, nous y tenons. Un petit historique rapide, puisque l'écotaxe est issu du Grenelle, avec pour but de limiter l'émission de gaz à effet de serre, de limiter la consommation des énergies fossiles. Cela, c'est vital. On sait que le transport routier, c'est 85% d'émissions de gaz à effet de serre en transport. Que donc il y a nécessité à légiférer là-dessus, et puis faire la transition entre la route et le fret ferroviaire, fluvial, maritime. Alors ce que je voudrais dire simplement... Attendez, on va laisser la parole aux autres sénateurs et on reviendra plus dans le détail après sur bien, les effets de l'écotaxe. Dominique Delège, vous élu UMP d'Ille-et-Vilaine, vous n'avez pas participé à cette réunion ce matin. L'UMP avait décidé de la boycotter. Quelle est votre réaction aux annonces de Jean-Marc Ayrault ce matin ? C'est pas que nous ayons décidé de la boycotter, mais ça fait 15 jours que nous demandons un moratoire et nous attendions un geste d'apaisement. J'étais à Rennes, à la préfecture, vendredi avec un certain nombre de collègues. Et nous avons entendu les acteurs économiques, patronat bien sûr, mais aussi les syndicats. Et très clairement, il y avait besoin d'un geste d'apaisement. Et nous avons dit, nous sommes prêts à discuter du plan d'avenir pour la Bretagne, mais le préalable, c'est un geste d'apaisement. Or, vendredi, la position du gouvernement présentée par le préfet, ce n'était pas la suspension, ce n'était pas l'ajournement, ce n'était pas le moratoire, c'était simplement de dire nous allons mettre en place un observatoire. Pour nous, le compte n'y était pas. Ce soir, c'est un geste d'apaisement que le gouvernement a fait en direction des Bretons. Je le salue et je m'en réjouis. Michel André, peut-être, en tant que membre de la Commission des finances du Sénat, la suspension de l'écotaxe, est-ce que le gouvernement peut se passer des 1 milliard d'euros de recettes fiscales annuelles annoncées par la mise en place de cette écotaxe? Dans votre question, il y a la réponse. Se passer d'1 milliard de recettes, à la période où nous sommes, c'est extrêmement difficile. La FIT elle-même a besoin de recettes. Donc c'est un grave problème. C'est un grave problème. Mais globalement, avec les collègues, je considère que, compte tenu de l'embrasement, pour des raisons différentes et ajoutées des derniers jours, la sagesse a prévalu. Maintenant, il faudra regarder ce qui doit se négocier, comment cela se fait, et se demander s'il ne faudra pas ajouter un petit peu d'argent et où le trouver pour indemniser la société qui devait mettre en œuvre pratiquement. Société donc Ecomove, voilà, à qui pour une somme on va devoir peut-être verser 800 millions d'euros. Qui paraît conséquente. Et tout à l'heure, je m'entretenais avec Roland Ries, nous évoquions cette question. Sénateur UMP du Bas-Rhin. Non, sénateur socialiste du Bas-Rhin, avec lequel nous nous disions que le débat qui a eu lieu l'an passé, enfin, même cette année, sur la mise en place pratique, avait été d'une grande sérénité, d'une grande tranquillité. Au fond, la mise en place pratique, après tant d'années, semblait ne pas poser problème. Peut-être faut-il se méfier de l'eau qui dort, même chez nous. Joël Labbé, on a quand même appris que la mobilisation en Bretagne se confirmait malgré l'annonce de Jean-Marc Ayrault. Est-ce que les manifestants vont un petit peu s'apaiser et vont revenir autour de la table? Je le souhaite vivement, mais je ne peux pas parler à leur place. Et puis à ceux qui sont derrière et qui agitent l'écotaxe comme un écran de fumée, par rapport au drame, enfin au modèle agricole et agroalimentaire breton qui est en fin de course. Il y a des victimes, ce sont les salariés de l'agroalimentaire, ce sont les petits paysans également qui souffrent, et on n'a pas le droit de jouer avec cette détresse. Moi, votre chaise vide, je l'ai déploré ce matin, comme j'ai déploré le fait que le MEDEF et la FNSEA, qui agitent derrière, aient quitté la table des négociations en préfecture de région. À mon sens, ce n'est pas responsable. Il s'agit, parce que j'ai entendu aujourd'hui Marc Le Fur, un de vos collègues bretons, de nos collègues bretons, député UMP. L'écotaxe, c'est terminé. Alors on ne parle pas de moratoire ni quoi que ce soit. Pour lui, c'est terminé. Et quiconque envisagerait de le remettre en place serait sur le champ liquéfié.
entendre ça quand on est en souhait d'apaisement, c'est absolument on va faire réagir Dominique Delège. Impensable d'entendre ça. Joël Labbé regrette la politique de la chaise vide de ce matin, Dominique Delège. Que lui répondez-vous? Je réponds très simplement ceci, c'est que le président de la République trouve le temps de recevoir les joueurs de football pour parler de la taxe à 75%, et ça fait 15 jours que la Bretagne est à feu et à sang ou s'apprête à l'être. Il y a quand même eu un plan annoncé par le Premier ministre pour la Bretagne. Le plan, on va en parler, on va réfléchir. Il y a 15 millions, excusez-moi, mais 15 millions rapportés à l'enjeu. Je pense qu'on n'est pas au bout du compte. Ce que je voudrais dire avec calme et sérénité à M. Labbé et à nos collègues, c'est que dans cette affaire, jouons l'apaisement et n'allons pas faire des procès d'intention à qui que ce soit. J'ai l'intime conviction, mais peut-être que je me trompe, que la position que nous avons prise et la position qu'ont pris les collègues qui étaient ce matin à Matignon allait dans le même sens, c'est-à-dire que nous voulions de façon très claire faire entendre la parole des Bretons, chacun à sa manière. Deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 jours? C'est que l'opinion bretonne s'est focalisée sur cette écotaxe qui est devenue le symbole d'un certain nombre de difficultés. Le symbole des difficultés de GAD, de PSA, d'Alcatel. Excusez-moi de le dire aussi. Le symbole, quelquefois, d'un certain nombre de positions excessives sur le plan de l'écologie. Donc effectivement, il n'y a pas que l'écotaxe qui pose problème en Bretagne, il y a aussi je le dis avec sérénité. Moi, je me réjouis du geste d'apaisement du gouvernement. Parce donc vous êtes d'accord sur cette première mesure d'apaisement. On va faire agir Michel André peut-être quand même. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour que l'ensemble des partenaires se retrouvent autour de la table. Attendez, Joël Labbé. Michel André, peut-être quand même sur ce qui peut apparaître comme un nouveau recul du gouvernement après bien l'annonce de... J'entends mes collègues, qu'ils soient UMP, ayant participé ou ayant alerté, ou mon collègue écologie, mon collègue Joël Labbé, dire réjouissons-nous de cette décision. Donc c'est pas un nouveau recul, ça ne fragilise pas davantage l'exécutif. Un exécutif, c'est quelqu'un qui doit composer avec la réalité comme elle est, avec les situations. Et au fond, aujourd'hui, tout le monde semble dire qu'il fallait faire ce geste. Maintenant, il faut se mettre quand même autour de la table, ensemble, pour trouver la suite. Eh bien, merci. On a posé, regardez, la question à notre partenaire du nouvelobs.com. Le gouvernement a-t-il eu raison de suspendre l'écotaxe? Les internautes ont répondu oui à 57%, non à 36% sur 265 votants. Merci à tous les trois d'avoir été les invités de ce 24 heures Sénat. Et on va d'ailleurs finir cette édition par quelques images de la nouvelle exposition photo sur les grilles du Jardin du Luxembourg. Le thème, le patrimoine de la France, que nous dévoile Marie Brémond. Au-delà des images de cartes postales, les 80 photographies qui s'affichent sur les grilles du Jardin du Luxembourg mettent en avant un patrimoine protégé, entretenu, rénové, mais pas figé. Preuve que l'histoire est en mouvement. Comme ici à Sedan, où la manufacture royale du Dijonval abrite désormais des logements. Ou bien là, à Nîmes, où cohabitent la civilisation gallo-romaine et l'architecture contemporaine en plein cœur de la cité. Un patrimoine architectural, urbain, artisanal, paysager qui façonne nos cadres de vie, à découvrir jusqu'au 12 janvier. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle donc la principale information de ce soir, la libération des 4 otages détenus à Arlit au Niger. À 22 h, Sonia Mabrouk, édition spéciale sur cette libération. Bonne soirée et à demain. Thank you.